Bonsoir à tous, quel beau film pour introduire cette conférence. Je suis ravi de venir ce soir vous parler des modèles des enfants. Merci au Musée d'Orsay de cette invitation. Je vais essayer d'être très clair sur un sujet complexe et je vous propose de faire pas trop long pour qu'il y ait un échange avec la salle et qu'on puisse avoir des questions au besoin. En effet, comme Catholique l'a dit, on a créé une exposition l'an dernier sur les modèles, les enfants des impressionnistes. Et on s'est aperçu que ce sujet qui était extrêmement fédérateur, très agréable, était assez compliqué en fait, parce que on a une image de l'impressionnisme de bonheur, de joie. L'impressionnisme, c'est les coquelicots, les balançoires, les leçons de musique, les parties de campagne. Et les modèles qu'ont pris évidemment les peintres impressionnistes sont les modèles les plus évidents pour eux, ceux de leur entourage le plus propre. Ils se sont intéressés évidemment à leurs voisins, à leurs amis, mais aussi à leurs marchands, et puis à leurs enfants, de manière très particulière. C'est-à-dire que les artistes comme Renoir, comme Monet, comme Pissarro ont tous une vie très particulière et un rapport à l'enfance qui leur est propre. Renoir devient père à l'âge de 60 ans, quand Monet, lui, a une tribu qui est recomposée. La famille Pissarro, il y a 8 enfants. Et donc, avec la famille Morisot, il n'y a qu'une seule fille, Julie Manet. Tout ça, c'est très différent. Et donc, le rapport qu'ils ont sur la représentation de l'enfance sont très intimes. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ces enfants modèles, est-ce que ce sont des enfants soumis, est-ce que ce sont des enfants heureux? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de l'image, de cette image si valorisante que nous donnent un peu les poncifs de la littérature et de la recherche au début du XXe siècle? Et je pense que depuis des années, on a remis au goût du jour des sujets, des expositions qui permettent de s'approcher plus proche, oui, je trouve, de la réalité de ces familles. Alors, je vais essayer de vous faire un petit panorama des familles, et puis ensuite, on va rentrer dans les œuvres. Alors, évidemment, le grand modèle, c'est les enfants d'artistes, et ces enfants d'artistes, c'est la famille Monet. Juste une photo pour vous présenter la famille, le patriarche Monet qui est à gauche, mais vous imaginez l'ensemble des enfants qui sont là. Ce qui est intéressant, cette photo, je trouve, c'est la proximité des personnages avec Jean-Pierre Hochédé qui est juste à côté de Monet et Michel Monet qui est en bas. Monet, il a 2 enfants, Jean et Michel, qu'il a eu de son première épouse, Camille. Et puis, il va rencontrer Alice, et Alice a elle-même 6 enfants avec Ernest Hochédé. Donc, cette famille va se recomposer de manière très moderne à Giverny. C'est pour ça que Monet arrive dans cette grande maison en 1883 à Giverny pour accueillir toute cette ribambelle d'enfants. Et il va avoir quelques petites préférences, c'est très humain, mais il a une attention particulière pour Blanche, qui sera peintre, et il va, j'allais dire, donner Blanche à son fils Jean Monet, donc ils vont avoir un double lien. Donc la famille Monet, c'est évident, c'est un modèle, et même sur la famille annexe, j'allais dire la famille Hochédé, vous avez Suzanne et Marthe, elles vont tous les deux épouser Butler, le peintre impressionniste américain. Donc c'est une famille très fusionnelle. Et les enfants gambadent partout à Giverny, dans le jardin. On a une image du jardin très calme, où Monet peint dans la nature, très concentré. Mais il y a des enfants, il y a des chiens, il y a le train qui passe pas loin. C'est très vivant, en fait, et Monet adore les enfants. C'est pourtant un patriarche assez sévère, qui demande à ce que les enfants arrivent à l'heure, à table. On n'a pas le droit de parler. Il y a une cloche à l'école de Giverny. La cloche sonne et les enfants doivent quitter la classe pour aller déjeuner avec Claude Monet sans retard. Donc c'est une famille assez bohème, mais on voit que Monet est en haut et contrôle cette famille et qui va évidemment représenter les enfants qui sont autour de lui. On a ici une généalogie, vous voyez, c'est assez complexe. Mais cette famille Monet, vous voyez que Michel Monet est mort en 1966, c'est pas si vieux que ça. Et donc il y a ces 2 branches qui se fusionnent. Et donc Monet va beaucoup représenter les membres de cette famille. L'un de ses portraits très très célèbres, qui est évidemment au musée d'Orsay, c'est un coin d'appartement. Titre assez particulier, puisque cet appartement est en fait peut-être la maison d'Argenteuil. Et on est en 75. C'est le fils aîné de Monet qui est là. On voit à l'arrière-plan une jeune femme, c'est Camille, qui est là, qui est en train de lire ou de coudre. Et nous sommes spectateurs d'une scène assez fantomatique. Cet enfant nous regarde, les mains dans les poches, comme un garçon qui sort de l'école, dans cet appartement
beaucoup trop grand pour lui. On est entre l'ombre et la lumière, les lustres ne sont pas allumés, mais il y a un clair-obscur assez fantastique. Vous voyez qu'il y a au premier plan des jarres avec des palmiers, donc on est dans l'entrée du jardin. Il y avait 3 marches pour descendre dans le jardin, donc on est entre l'ombre et la lumière, la nature et la culture. Et cet enfant, il est presque dans un monde d'adultes trop grand pour lui. C'est aussi un enfant qui nous regarde, et Monet joue aussi avec notre regard à nous, spectateurs, nous regardons un enfant qui nous regarde. Donc on est presque dans une mise en abîme de la peinture, et je crois que ça intéresse beaucoup Monet de nous interroger, nous, spectateurs, sur l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant à la fin du 19e siècle? C'est aussi des codes bourgeois, une difficulté de se présenter par rapport au monde des adultes, et en même temps, cet enfant, il a dû poser pour son père. Donc c'est aussi un hommage de Monet à la patience de son fils. Un autre tableau extrêmement célèbre, le Jardin de l'artiste à Vinteuil. Cette fois-ci, l'enfant est totalement plongé dans les tournesols, avec la maison de Vinteuil, vous savez, qui est très particulière, cette maison qui existe encore. La route, en fait, passe entre la maison et le jardin. Et donc, c'est aussi une maison un peu... La vision est un peu biaisée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une route, et la maison existe encore, et donc, vous avez le jardin, il fallait y accéder par un petit escalier. Mais c'est encore 2 enfants, donc il y a Jean et Michel, qui sont dans un monde presque trop grand pour eux. C'est 2 petites figures, et derrière, vous avez... la mère qui est là. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très fantomatique, de nouveau, dans cette nature qui est trop grande pour eux. Et Monet nous interroge, nous, toujours, sur la place de ces enfants dans cette nature exubérante, un jour d'été, dans ce jardin de Vinteuil, après la mort de Camille. Je vais parler de Blanche Hochédé. Il l'a représentée ici, enfant. C'est un drôle de portrait, un petit peu maladroit. Il faut savoir que Monet est évidemment un immense paysagiste. Ce n'est pas un peintre de figure, il fait assez peu de portraits. Ce tableau est conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen depuis assez longtemps. Et il a eu une prédilection avec Blanche. Il a beaucoup peint en sa compagnie, à Giverny. Et elle-même est devenue une artiste célèbre, Blanche Hochédé Monet. Et Monet l'a beaucoup accompagnée dans son développement. Alors que Monet n'a pas d'élève, visiblement, il y a une proximité avec elle qui fait qu'il aime la représenter. Et puis, il aime, si j'ai ma zapette, je ne sais plus, j'ai plus de zapette. Il aime, excusez-moi, dire les progrès qu'elle fait en peinture. Blanche fait-elle toujours de la peinture? Je l'ai retrouvée en progrès. Jacques fait-il aussi des jolis dessins? Voilà. Il s'inquiète aussi, Monet, de ce qu'ont vont devenir ses enfants. Il trouve que, par exemple, Jean ne trouve pas sa vocation et dire qu'il va bientôt être soldat. Bon, je ne sais pas qui m'écrira encore, qui va m'annoncer qu'il a le maximum de bons points. Donc c'est un bon papa qui cherche aussi à trouver un avenir pour ses enfants. Jean, il travaillera chez Léon Monet, le frère de Monet, et Michel, lui, ne travaillera pas. Il en fera plein de choses, mais les études sont importantes chez Monet, mais en même temps, il donne une certaine liberté aux enfants. Et donc, comme modèle, on les voit, ils sont inscrits dans la maison, dans le jardin, et ça gambade. Chez les Pissarro, c'est une famille extrêmement unie, une famille bohème, une famille d'artistes, une famille qui a un patriarche extraordinaire, Camille Pissarro, qu'on voit ici, entouré de ses enfants. Il y a une volonté chez Pissarro d'éduquer l'œil de ses enfants, de leur donner une culture, mais aussi une grande liberté d'expression. Et donc, il les accompagne à tous devenir des artistes. J'allais dire aux grandes dames de Julie qui voulaient qu'ils fassent des études plus poussées. Mais cette image est assez émouvante quand on voit Julie qui tient dans les mains le petit Paul-Émile sur ses genoux, ici. Quand on va voir ce que est devenu Paul-Émile par la suite, un artiste important, et Lucien ou Ludovic Rodot, comme Félix, comme Georges, seront tous des peintres, des graveurs. Il y a une volonté de communauté artistique, de se soutenir, et Camille est un homme qui est un père extrêmement attachant, aimant, qui a pourtant connu la tristesse de perdre des enfants. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, il y a une mortalité infantile extrêmement importante. Jusqu'en 1900, il y avait 15% des enfants qui n'atteignaient pas la première année.
Et on oublie ça avec le XXe siècle, mais les artistes impressionnistes, ils sont touchés tous par cette mortalité infantile, par des drames, et donc ils peignent l'enfance comme un modèle évident. Il y a une sorte d'urgence, urgence à peindre, urgence à montrer, urgence à aimer. Et la petite Minette, elle va mourir très jeune. On va la voir, Jeanne Rachel, vous voyez, elle naît en 65 et elle meurt à Pontoise en 74 à l'âge de 9 ans. Et ça va être aussi un drame pour la famille. Adèle Emma, elle n'a même pas vécu 1 an. Donc il y a aussi cette urgence de présenter des portraits rapidement, de peindre le bonheur de l'enfance. Et Pissarro est un artiste que Octave Mirbeau a beaucoup fréquenté, comme il a beaucoup fréquenté Monet. Et il a été subjugué par l'amour paternel de Pissarro pour ses enfants. Il dit que c'est un père idéal et charmant que j'aurais aimé avoir eu. On rappelle que c'est une femme admirable. Donc Mirbeau, qui est pourtant un écrivain, un critique d'art assez virulent, qui n'est pas tendre, a ici des phrases presque antiques, parlant des temps héroïques de l'art. Ça veut dire que quand même, dans la famille Pissarro, il y avait une très grande unité qu'on peut retrouver dans les œuvres de Pissarro. On voit Lucien ici en train de dessiner, on voit Rodot et Paul-Émile en train de dessiner. Et donc c'est chez Pissarro la volonté de représenter l'acte artistique, la peinture, le plus vite possible. Vous avez ici Minette, magnifique portrait, extrêmement tendre, qui est peinte comme une jeune fille, mais aussi avec la fragilité de la vie de ses fleurs, ce bouquet de fleurs qu'elle tient à la main, avec un regard, comme vous pouvez le voir, très inquiet. Et puis, Pissarro a peint ce tableau, néo-impressionniste, très pointilliste, en 87. On s'est interrogé sur le modèle, certainement peint à Éragny. On pense en fait que comme Paul-Émile est né en 1884, ça serait Paul-Émile avec ses longs cheveux. À l'époque, les garçons ont les cheveux très longs. Ça sera le cas pour Paul-Émile en 90, quelques temps plus tard. Et ensuite, dans ce magnifique portrait, on voit d'ailleurs cette mélancolie. Ensuite, il va changer de style, va devenir un vrai jeune homme. La photo nous montre bien le jeune homme qu'il est devenu, l'artiste qu'il est devenu. Et je trouve ça assez fascinant de voir la photo et la peinture à quelques temps d'intervalle, 94 et 98. On voit que Paul-Émile, d'ailleurs, peint sur une boîte de couleurs. Il y a une urgence à peindre. Et donc, Pissarro représente l'acte de peindre, finalement. Donc, le modèle immédiat chez Pissarro, c'est sa famille et ses enfants en train de peindre ou en train de créer dans une ambiance très bohème, en effet, mais très studieuse. Il y a aussi chez Pissarro une volonté de dire que l'art est important, c'est un sacerdoce et il faut travailler dur. Il est très engagé sur ce travail-là. Chez Renoir, c'est très différent. Il y a une photo très célèbre, on voit la famille Renoir dans l'atelier du peintre, avec les petits-enfants qui sont nés. Renoir est assez âgé. On a Claude à gauche, Pierre et Jean. Et Renoir, c'est une famille qui est portée évidemment sur l'art dramatique. Pierre Renoir sera un célèbre acteur, Jean Renoir sera un immense cinéaste, et Claude Renoir sera aussi cinéaste et céramiste. Renoir, il a épousé Aline Chérigot, mais avant, il a eu cette histoire avec Lise Tréhaut. Lise, dont on a découvert assez récemment, j'allais dire une quinzaine d'années, le fait qu'elle avait eu avec Renoir une fille qui s'appelait Jeanne Tréhaut, et qui est morte en 1934, dans les années 30, dans le dénuement, mais Renoir s'en est toujours occupé. Il avait eu un fils illégitime avant, Pierre, qui est mort tout de suite, et Jeanne a été éduquée près de Carouge. Elle a épousé un boulanger, je crois un épicier, et les enfants Renoir légitimes ont découvert très tardivement qu'ils avaient une demi-sœur. Ça a dû être un choc énorme, mais en même temps, Renoir s'en est toujours occupé. Il s'est débrouillé pour que son marchand donne de l'argent en secret. Aline Chérigot n'était pas au courant. Et donc, il y a une double vie. Et ça, c'est assez étonnant chez Renoir d'arriver à tenir ça. D'un point de vue psychanalytique, je ne fais pas de psychanalyse, mais moi, je suis assez fasciné quand vous regardez les prénoms. Vous avez Pierre qui est né, qui meurt. Ensuite, c'est Jeanne. Et la famille légitime, vous avez Pierre et Jean. Alors, il y a aussi un roman super célèbre de Maupassant, Pierre et Jean. Et je ne peux pas me dire que Renoir n'avait pas eu ça en tête. D'ailleurs, dans l'histoire de Pierre et Jean, ça ne se passe pas très bien. Mais il y avait chez Renoir une volonté, en tout cas, de retranscrire sa vie
très très privé, dans sa vie un peu plus officielle. Et donc il va être un père très attentif, très aimant, qui va beaucoup représenter Jean avec Gabrielle, la nounou. Jean a raconté dans ses souvenirs, et Sylvie Patry le dirait mieux que moi, et Yann Robbins aussi, à quel point Gabrielle était douée pour garder le petit calme pendant les pauses. Elle le faisait jouer avec des peluches, avec des petits objets. C'est le cas ici avec cette petite vache. Et on voit que l'enfant, ça pose depuis longtemps. Hein. Il est en train de transpirer sévèrement, il fait chaud. Mais Renoir arrive à faire une œuvre extrêmement spontanée, avec presque une maternité italienne, comme une Madone italienne. C'est pourtant pas la mère de l'enfant, c'est la nounou. Et donc on voit que Renoir, il est quand même aussi très proche de Gabrielle, et il va beaucoup représenter Jean avec ses immenses cheveux longs. Ça va beaucoup faire souffrir Jean Renoir, parce qu'il considérait qu'il était vu comme une fille, moqué dans le parc public comme une fille. Heureusement, il va rentrer chez les jésuites et on va lui faire couper ses cheveux. Donc là, il sera ravi. Ça ne sera pas la même chose pour Coco, Claude, qui va beaucoup peindre aussi Renoir, toujours en train de dessiner, d'écrire. Alors là, l'enfant, ça m'étonnerait qu'il l'écrive, il doit avoir 4 ans, c'est peut-être très doué, mais c'est une pose d'un peintre, mais en fait il le représente en train de dessiner. Et pourquoi il représente l'enfant dessiné? Pour l'occuper, pour essayer de capter son émotion. Et d'un point de vue aussi très matériel, payer des modèles, ça coûte cher. Même si Renoir, vers 1900, est un homme qui vit très bien, il a aussi, quand on est peintre, la possibilité de représenter des modèles immédiats, gratuitement, j'allais dire. Et c'est beaucoup plus simple de capter son intimité que plutôt de faire venir des modèles professionnels chez soi. Chez Morisot Manet, l'histoire est totalement différente. Vous avez Eugène Manet et Berthe Morisot, qui ont un enfant, Julie, qui est un enfant chéri. C'est la fille de l'impressionnisme, la mémoire vive de l'impressionnisme. Il y a eu une très belle exposition sur Julie Manet à Marmottan il y a quelques temps. Famille extrêmement aisée, hôtel particulier rue de Villejuste, à Paris dans le 16e. Ami de Degas, de Paul Valéry, de Renoir, de Mallarmé. On est dans la très haute bourgeoisie. Julie Manet est peintre elle-même. Elle suit les leçons de peinture de sa maman Berthe Morisot. Et très proche à la fois de Renoir et de Degas. Et donc ça va être chez la famille Morisot-Manet, l'art comme nature, c'est naturel de collectionner, de peindre, de lire de la littérature assez pointue. Et on le sent dans les peintures qui vont être réalisées. La famille Manet, vous voyez, Berthe Morisot a plusieurs sœurs, Edma, et elle va souvent représenter des enfants. Berthe, notamment sa nièce Blanche, qu'on voit dans un portrait célèbre qu'on verra tout à l'heure sur le berceau. Quand Eugène Manet annonce à sa belle-sœur l'arrivée de Rose, qui s'appelait Rose au départ Julie, c'est une fête. On la présente déjà comme un petit chat. Là, il se dit que c'est une petite grenouille. Il y a toujours un élément animal qui est ajouté à Julie Manet, des yeux très brillants. On sent que c'est une fille qui a beaucoup de caractère, qui est très pétillante. Elle va pourtant se retrouver orpheline très tôt. Renoir la représente évidemment avec son chat, délicieux tableau, petite bouille ronde, les yeux en amande. Évidemment, il y a une connivence entre le chat et l'enfant. Et Renoir sera l'un de ses maîtres en peinture auprès de Julie Manet. Plus tard, Berthe Morisot la représentera plutôt comme une adolescence un peu mélancolique, toujours avec des animaux, dans un intérieur bourgeois, avec une mise très, très soignée. Mais il y a une spontanéité chez Berthe Morisot avec sa fille qui se voit dans sa peinture, qui est extrêmement touchante. Chez Gauguin, c'est beaucoup moins touchant. Chez Gauguin, la famille est très dilatée. En tout cas, Gauguin a 5 enfants. Il ne s'entend pas trop avec son épouse Mette. À cause des difficultés matérielles, Mette va repartir avec les enfants à Copenhague et Gauguin va se retrouver un peu seul. Là, c'est un portrait assez célèbre. On voit Gauguin comme un breton avec Émile et Aline. Et on parle d'Aline puisque c'est tellement la fille que Gauguin a adorée. Il va perdre 2 enfants, Gauguin très jeune, Clovis qui meurt en 1900 et puis Aline qui meurt en 1897. Avec toujours une volonté chez lui, quand il peint les enfants, d'ouvrir un monde
onirique. Clovis endormi, qui était présenté dans l'exposition Gauguin, Clovis, il a ses cheveux longs, mais il est derrière une céramique très imposante, un peu inquiétante. On dirait qu'il y a une poupée au premier plan, à droite, mais derrière, il y a des animaux fantastiques qui s'élèvent à travers le mur. Alors on peut dire que c'est une tapisserie, un papier peint, c'est certainement aussi l'imaginaire de l'enfant qui se développe. Et donc il y a quelque chose de très psychanalytique chez Gauguin par rapport à l'enfant. Les enfants sont aussi vus comme une projection du peintre lui-même. Et Aline, qui décède très tôt, il va lui dédier un livre, le Cahier pour Aline, extraordinaire composition, où il y a à la fois des poèmes de Poe, de Mallarmé, de Baudelaire, des dessins, et la volonté de lui créer une sorte de testament artistique, un guide qui pourrait l'aider dans sa carrière intellectuelle. Et Aline va les faire mourir très jeune. Gauguin va apprendre la nouvelle en 97, va écrire cette lettre à Metz, extraordinaire, ça tombe là-bas, des fleurs, apparence que tout cela. On lirait déjà du Mallarmé, ça tombe ici tout près de moi, mes larmes sont les fleurs vivantes, celles-là. Donc Gauguin, qui est un homme assez dur, peut fendre l'armure pour sa fille chérie. Évidemment, comme on a cette urgence d'aimer, urgence de peindre, la maternité va prendre une place très importante chez les impressionnistes, et un tableau assez saisissant de Monet raconte bien cette histoire. C'est Jean Monnet en son berceau, ça vient de Washington. On est en 67, Monet est dans une difficulté financière terrible, il ne s'entend pas du tout avec son père, qui lui a coupé les vivres et qui lui incombe, lui ordonne de revenir précipitamment au Havre. On est sommes à l'été, et Camille, qui est la compagne de Monet, qui n'est pas encore son épouse, puisqu'il l'épouse en 70, Camille est en train d'accoucher toute seule à Paris, et Monet est absolument désespéré puisqu'il l'écrit lui-même, qu'il a failli se jeter, enfin qu'il s'est jeté dans la Seine, heureusement que ça a échoué, il écrit à Basille, et Basille sera le parrain de Jean. Et ce qui est très étonnant, c'est que Basille va être extrêmement réticent à aider Monet financièrement, alors que c'est une famille aisée de Montpellier, c'est un peintre qui a partagé l'atelier avec Monet, qui l'a beaucoup aidé, mais quand Jean naît, il refuse de répondre aux lettres, et Monet s'énerve. Et je vous invite à lire vraiment les lettres qu'on trouve assez facilement. Monet s'énerve vraiment, disant que vous n'êtes plus mon ami, je me suis extrêmement déçu, je ne comprends pas cette attitude. Et donc, ça va faire un petit peu de bruit à Paris, et Monet va avoir un mécène, un bon ange qui va arriver, qui va lui payer en fait une nourrice et un berceau. Et c'est ce que raconte ce tableau. Vous avez Jean qui est là, totalement photomatique. Ce n'est pas Camille. Camille est à gauche. Ici, c'est une autre nourrice. Et Jean est avec un hocher beaucoup trop grand pour lui, un autre hocher qui ressemble à un soleil. On dirait que c'est presque un nourrisson qui est décédé. Il n'y a aucune interaction entre Jean et le peintre. Et donc, ça, je trouve que ça montre assez bien le désespoir de Monet. Quand cet enfant naît, il est dans une difficulté financière. Finalement, Basille va réussir à convaincre le père de Monet de lui donner de l'argent, et il va pouvoir s'installer un peu mieux. Pourtant, de manière artistique, Monet va raconter qu'il est dans une extrêmement bonne forme et qu'il tient une série extraordinaire de marines et de jardins. Donc il va faire des marines à Sainte-Adresse, tandis que Camille est à Paris. Drôle de situation pour cet enfant qui est né dans un conflit paternel. A contrario, Berthe Morisot représente le berceau qui est magnifiquement exposé à côté dans l'exposition sur 1914. C'est donc sa nièce, avec Edma Pontillon. Magnifique tableau, plein de tendresse, mais qui donne aussi une certaine impression de malaise. C'est très personnel, mais entre cette diagonale qui est là, entre le berceau, et puis le triangle du visage, cet enfant est presque derrière un linceul transparent, protégé du monde des adultes, mais il n'y a pas de communication avec nous, spectateurs. Donc on est un peu voyeur d'une scène très intime, et ce tableau, Berthe Morisot va le conserver toute sa vie. C'est un tableau extrêmement connu, mais qui donne une image aussi de l'enfance décalée, un monde protégé, où les enfants sont derrière un peu un mur. Et donc c'est à nous, spectateurs, de regarder un peu ça, avec peut-être la convention sociale aussi des femmes qui s'occupent de leurs enfants. Elles sont aussi, au XIXe siècle, souvent cantonnées à des rôles domestiques.
Renoir, lui, va être fasciné évidemment par les maternités. Ici, c'est Madame Renoir et Pierre en 85. Il la représente comme une Madone italienne. Renoir, vous savez, était fasciné par la Renaissance italienne, notamment par Raphaël. Et donc, on peut très bien y voir presque une invitation à y voir la Madone à la chaise de Raphaël. Un autre tableau que je voulais vous montrer et parler un petit peu de Degas. Degas n'a pas d'enfant. Degas est un vieux célibataire endurci. Il a beaucoup écrit à la famille Roire, Henri Roire, et à son fils Alexis Roire. En 1904, il dit cette phrase, on est 2 jours après Noël, « C'est vrai, mon cher ami, vous dites bien, vous êtes ma famille. » Alors, comme si Degas n'avait pas de famille ici. Il a une famille à Naples, il a une famille à Buenos Aires. Il est très entouré, il a beaucoup de cousins. C'est une famille italienne, mais il est fasciné par les Roires, par cette unité, et il va représenter, quand il représente des enfants, ils sont toujours dans un monde étrange. Là, c'est sa tante paternelle, qui est en deuil, puisque le grand-père est mort, Hilaire, et les 2 enfants, les 2 filles, ne communiquent pas entre elles, ne communiquent pas avec les parents. Le père a l'air complètement absent, elle a l'air dans son monde intérieur, et elle nous fixe de manière très fantomatique. On pourrait penser que c'est un jeu de la part de Degas pour nous interpeller, nous spectateurs. Vous voyez, je suis dans un monde beaucoup trop grand pour moi. Elle-même est très mal assise, le pied replié sur la chaise. On a l'impression qu'elle a envie de fuir, elle a envie de courir à toute vitesse. Pourtant, ce visage, on va le retrouver dans ce tableau de Giovanna Bellelli, extrêmement fantomatique. Il y a quelque chose de l'interaction entre Degas et cet enfant. Il y voit presque un modèle antique. Mais pas une petite fille qui vit, qui rit, qui joue. Et Degas n'aura pas d'enfant, mais pourtant va en représenter beaucoup, et il va aussi les représenter de manière un peu étrange. C'est aussi son ironie, un homme très ironique, très gouailleur, mais qui est entouré, on dit très misogyne, antisémite, c'est certainement vrai, mais qui est toujours dans les photos qu'on trouve de lui entouré de femmes qui ne font pas la tête, de femmes qui sourient. Donc il devait être assez séducteur et il devait bien aimer les enfants. Il a toujours un rieur, Degas. A contrario, Gauguin, quand il représente ses amis, l'atelier de Schuffenecker, c'est une sacrée diatribe de la bourgeoisie. Vous savez que Gauguin était agent de change et qu'il rencontre Schuffenecker comme agent de change. Ils deviennent amis, il va, pour ne pas dire autre chose, squatter chez Schuffenecker, l'ami Schuff, et il va prendre pas mal de temps à représenter cette famille. Il y a d'ailleurs une sorte de dichotomie entre le poêle, on est en hiver avec son manteau, et puis le jardin derrière au printemps. Schuffenecker a l'air un peu benet, qui regarde la scène. Alors on dit que Gauguin était très amoureux de Madame Schuffenecker, c'est pour ça qu'il l'a représentait un peu comme une harpie, quelque chose d'assez désagréable. Et puis les deux enfants sont ici dans un monde totalement absent. L'un est complètement ennuyeux, c'est endormi, et l'autre a l'air de partir dans des rêves impossibles sous les mains extrêmement fortes et presque violentes de Madame Schuffenecker. Et donc il y a chez Gauguin aussi une petite satire de la famille bourgeoise. Lui qui même est mal en couple se venge certainement sur ce tableau, sur Schuffenecker. Pourtant, il y a des choses beaucoup plus rieuses, et heureusement, qui ont présenté les impressionnistes. Et évidemment, les jeux vont prendre une part très importante, notamment Renoir qui représente Clo-Clo en train de jouer avec des petites marionnettes. Toujours ses cheveux longs, on dirait une petite fille, mais c'est une vivacité merveilleuse. Et puis, même chez les Bernheim, commanditaires, mécènes de Renoir, on les voit jouer avec des petites dinettes. Le tableau est peut-être pas aussi heureux que celui-ci. On peut parfois être un peu moins inspiré, notamment sur les bras qui ont été un peu trop massifs, je trouve, pour le corps de l'enfant. Mais ce qui l'intéresse, c'est évidemment cette vivacité avec les jouets et puis le petit collier d'or, le bracelet d'or, qui montre un certain niveau social. À l'inverse, à Orsay, dans quelques salles à côté, vous avez une section sur les enfants qui a été créée, et le tableau de Paul Matet est présenté. Je vous invite à aller le voir. C'est un tableau où on voit un enfant qui joue au cerceau, qui est rentré dans la maison avec le cerceau, tandis que sa mère plie très mécaniquement
le linge, et puis la bonne derrière nettoie. Frontalité de cet enfant avec nous, interaction, nous sommes acteurs de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une très forte proximité sur ce petit tableau qui a une très grande force quand vous le voyez physiquement. Et on voit que Mattei était très proche de son fils. Russell, lui, va représenter des enfants avec quelque chose qui serait très choquant de nos jours, des enfants nus. Alors, il n'y a pas de volonté d'avoir de la pédophilie ou quoi que ce soit là-dedans. Russell, c'est un artiste australien qui va à Belle-Île-en-Mer, sur les traces de Claude Monet, et découvre Belle-Île, va se faire construire une maison et donc va être tout le temps au bord de l'eau. Et il représente ses 3 fils en train de jouer avec un crabe. Alors, il joue peut-être dans cette mer bleue, devant cette mer bleue, c'est magnifique. Mais enfin, c'est quand même une scène assez cruelle. Il joue avec une pierre à taper sur le crabe. Donc cette scène de mythe un peu antique, avec ce garçon qui se protège quand même du soleil, est d'une très grande cruauté. Donc voilà, je vous invite à aller un peu au-delà de l'image, en disant « Ah, c'est pédophile. Ah, ben non, c'est quand même un peu choquant. Oui, c'est peut-être choquant, mais moi, c'est plutôt choquant pour l'animal. » Voilà. Il faut un peu se remettre en cause. A contrario, Pissarro, qui peint quelques jardins publics, s'intéresse évidemment à la vie moderne. Il ne peint pas que les paysans à Éragny. Et à Pontoise, il peint ce jardin que je trouve superbe. Alors, c'est très intéressant parce que le tableau est scindé en deux avec que des enfants qui nous guident dans cet arbre. Et puis voilà, il y a la mère avec son enfant, la jeune fille qui joue avec son ballon, et puis il y a une poussette à droite. Mais si vous regardez bien, ce sont que des histoires de solitude. Personne ne se parle, chacun est dans son monde. Et Pissarro a bien capté cette solitude des enfants. Il y a toujours les nounous qui surveillent. On est aussi dans l'époque, on peut imaginer de Proust, mais on est dans un monde où tout est contrôlé. Et la liberté, elle est peut-être à l'intérieur, mais les enfants sont sous le regard des adultes. Même Claude Monet, quand il représente Jean sur son cheval mécanique, cheval qui devait valoir une fortune, c'est un bel objet, beau jouet, il le représente comme Velázquez aurait pu représenter le roi d'Espagne. C'est un grand tableau pour une scène intime, et voilà, Jean nous regarde de manière un peu bizarre. On sent qu'il pose et que c'est quelque chose qui est un petit peu disproportionné pour lui. En revanche, Monet arrive à saisir quelque chose de très intime et très fort dans ce tableau qui est sublime, la maison de l'artiste à Argenteuil. Il vient de Chicago. Je vais montrer les jarres en céramique chinoise que Monet adorait. On les voit ici au premier plan, à droite, là. Et à droite, vous avez la maman, Camille, qui regarde Jean. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on regarde Jean qui ne nous regarde pas. Il est en train de jouer avec un cerceau. La composition est prise avec un point de fuite très bizarre, la maison Aubry à Argenteuil. Il y avait 3 marches pour descendre. Et l'enfant a descendu les marches et regarde le jardin. Et c'est ce qui intéresse Monet, c'est le regard de l'enfant sur la nature, sur le jardin. Et nous sommes de nouveau des voyeurs, des spectateurs d'un enfant qui regarde quelque chose qui nous échappe. Ce jardin est immense pour lui, donc c'est aussi un espace de liberté, espace imaginaire et espace de rêverie. Et sur ce sujet-là, je voudrais avancer un petit peu sur l'idée de la solitude de l'adolescence. C'est un moment qui est compliqué pour les peintres. Je voudrais vous lire une lettre de Pissarro. C'est pas parce que j'adore Pissarro, c'est que la lettre est assez incroyable. Elle date de 1893. C'est Pissarro qui se plaint à son fils Lucien, l'aîné de ses frères Georges et Félix. Donc Pissarro parle de ses 2 autres fils. « Ta mère veut que j'emmène les 2 garçons à Paris et je n'ai pas le sou. C'est vraiment très ennuyeux. Ces garçons sont vraiment stupides. Ils ne veulent céder en rien, jouent plus qu'ils ne travaillent. Cela leur met en colère et elles me reprochent de ne pas les placer à Paris dans n'importe quoi, pourvu qu'ils gagnent de quoi se nourrir. Du reste, tu connais cette histoire. Quel travail leur faire faire? Quelle place leur trouver? Personne ne voudra d'eux et ils ont d'autres idées que de cela en tête. Cela me chagrine beaucoup. » On sent un père désespéré. C'est un père contemporain, j'allais dire, c'est les mêmes problèmes que de nos jours. Qu'est-ce qu'on fait avec un adolescent? Et ce sujet-là de que vont devenir les adolescents, que vont devenir les enfants un peu dans leur monde d'adulte, Caillebotte va très bien le saisir. Alors je sais que Anne en a parlé la dernière fois de ce magnifique pastel qui est à Orsay, Camille Dorel, le fils de son j'allais dire son gentilhomme, enfin de son homme d'affaires. C'est peint quand Caillebotte n'est pas au Petit Gennevilliers. Et ce
pastel est extrêmement étonnant. On a cet enfant qui nous sourit, mais qui n'a pas de regard. Il a un regard bleu foncé, et il y a un contraste extraordinaire avec la prairie verte derrière. Ça pourrait presque être un tableau de Vuillard ou une œuvre de Bonnard, Nabi. Ça annonce ce côté très tranché. Et Caillebotte, ici, représente le parc de Hyères, magnifique parc que Dorel a été chargé de s'occuper. Et on le voit ici, Camille toujours dans le parc de Hyères, en 77, comme un écolier, avec sa blouse bleue, mais comme un homme à tout faire, les mains sur les hanches, il ne nous regarde pas, mais il est plongé dans un monde d'adultes. Et c'est aussi ce qui doit fasciner Caillebotte, qui n'a pas d'enfant, mais qui regarde ses neveux, ses nièces, avec beaucoup de tendresse. Et on y voit aussi le regard photographique de Caillebotte, cinématographique. Il y avait l'exposition cinéma au musée d'Orsay il y a quelques temps, où il y avait des très beaux tableaux de Caillebotte, puis il a eu un œil photographique. Vous voyez que c'est très coupé, c'est cadré comme une estampe japonaise, c'est immédiat. Pourtant, le pastel, c'est très difficile à réaliser. Donc, il y a une très belle technique pour un sujet très intime. Et cet enfant sera un adolescent à surveiller. Renoir, quand il fait le portrait du garçon au chat, c'est pas un intime, c'est certainement un modèle d'atelier, un modèle italien. Il y a quelque chose de très dérangeant dans ce tableau, même de nos jours. On est fasciné par le corps de l'adolescent. Et en même temps, on regarde avec beaucoup de tendresse la connivence entre le modèle et le chat. Alors, je vous invite à revoir le tableau de Julie Manet au chat. Et puis, c'est le côté très porcelané, très blanc, très lisse de Renoir qui rappelle, c'était aussi un peintre de porcelaine de Limoges, Léon Limoges, et qu'il y a une volonté chez lui de mettre les modèles antiques, la sculpture antique aussi au goût du jour à la fin des années 68-70. Tableau que je trouve, moi, extrêmement dérangeant, avec notre regard contemporain, qui n'était peut-être pas à l'époque. C'est aussi pour nous interroger sur les enfants et le modèle que ça peut donner. Berthe Morisot, on a dit qu'elle a beaucoup peint sa fille, mais elle a aussi peint sa fille dans des moments où la fille n'est pas très, très joyeuse, ou en tout cas un petit peu perdue dans un monde d'adultes. On est au Bois de Boulogne, elle est plongée en sa lecture avec sa cousine. Le tableau est actuellement prêté par Orsay au musée d'Albi, si je ne dis pas de bêtises, musée Toulouse-Lautrec. Et on avait présenté ce tableau dans l'exposition Les enfants de l'impressionnisme pour justement développer le thème de l'adolescence, de la rêverie. Ces enfants, ils sont plongés dans un monde d'adultes. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils vont devenir aussi ce que leur donne leur éducation, c'est-à-dire la possibilité de lire, de s'échapper. Et Berthe Morisot, elle découvre ça, qu'en fait, les enfants, ils sont adolescents, ils sont rien mieux que peints que quand on les voit tout seuls, entre eux, dans leur monde à eux. Alors, c'est comme les enfants sur leur téléphone portable actuellement. Faites un dessin d'un enfant, d'un ado avec son portable, vous aurez la même idée qu'un ado au XIXe siècle en train de lire Mallarmé. Ça a changé, mais cette solitude-là, les impressionnistes l'ont très bien saisi, le moment où l'adolescence devient l'âge des possibles et la peinture permet cet échappatoire. En revanche, quand Berthe Morisot va à Nice, elle va prendre un modèle presque professionnel, une amie la fille d'une amie, elle en fait un modèle presque d'italienne, totalement déconnectée des réalités économiques et sociales. Une petite blouse bleue, une magnifique petite rose, un décor derrière, on dirait un tableau de Cézanne, très contemporain. C'est brossé, c'est enlevé. Il y a tout ce rapport avec le XVIIIe siècle qui est fascinant chez Berthe Morisot. Et on voit qu'ici, c'est une spontanéité. Il n'y a pas de volonté de vendre ce tableau comme une icône. C'est un portrait extrêmement attachant d'un modèle d'amitié. En revanche, quand elle repeint les deux sœurs, le tableau est extrêmement composé. On voit de très belles robes dans un intérieur bourgeois, très belles fleurs, et quelque chose aussi de très hiératique dans cette adolescente qui nous regarde. Le regard est un petit peu décalé. Si vous regardez, on n'arrive pas tellement à poser notre œil sur ce tableau. L'œil ne va pas exactement dans les yeux de la jeune fille. Et donc notre regard glisse comme un cercle autour de ce tableau, depuis le bas inférieur droit jusqu'aux hortensias, les fleurs qu'on attache dans la chevelure. Donc une belle connivence et surtout un monde féminin d'adolescentes qui ne pensent pas du tout à leur avenir, qui sont là dans la joie, l'éphémère, ce qui intéresse évidemment les artistes impressionnistes.
une image de Julie au chapeau. Vous voyez que c'est une femme extrêmement jeune fille, là c'est une jeune fille, mais extrêmement belle, avec un regard très distancié. Elle perdra évidemment sa maman très jeune. Elle sera sous la bienveillante tutelle de Renoir Mallarmé Valéry, et sera évidemment la mémoire impressionniste. Ce qui est assez beau, cette image, c'est que le regard nous fuit un petit peu, et puis c'est assez flou. Vous voyez, le regard est assez flou. Julie regarde à côté. Donc elle regarde non pas le photographe, elle regarde au-delà de l'image. Et ça, je trouve que c'est fort de cette photo. Il y a quelque chose qui invite à l'ailleurs, à l'imaginaire. Et sur les impressionnistes et leurs modèles, je voudrais vous inviter à regarder un peu autrement cette image de bonheur, de balançoire, de coquelicot, et se dire que finalement, ils ont essayé de capter de manière très, très spontanée, mais aussi très réfléchie, leur intimité. Et c'est ce qui les a fascinés. Qu'est-ce qui nous parle, nous, de l'impressionnisme de nos jours? Pourquoi on célèbre les 150 ans de l'impressionnisme? C'est parce que c'est devenu une peinture contemporaine. Pas oublier que c'était des artistes contemporains de leur époque. Et ce qu'ils ont réussi à capter, c'est l'universel. Les interrogations d'un père, d'une mère qui gronde, d'un cousin qui est mal élevé, d'enfants qui sont dans un monde d'adultes. Et ils arrivent en fait à en faire des peintures totalement universelles, dans le sens où elles nous parlent encore. Alors il y a beaucoup de sujets sur l'impressionnisme, c'est le bonheur. J'essaie de vous montrer que ce n'était pas que le bonheur, mais il y a quelque chose qui nous porte encore dans l'art contemporain. Je voulais vous montrer cette image d'Ange Léchia, dont on a réalisé une exposition à Giverny en 2021. Il a créé un film qui s'appelle L'Or. C'est une adolescente qui regarde à travers le hublot d'un ferry entre la Corse et le continent. Soudain, la pluie s'abat sur le hublot et Laure regarde totalement fasciné la mer déchaînée. Il a mis un grain particulier de pellicule et c'est un grain presque impressionniste. Et je trouve que ce qui est intéressant de cette peinture impressionniste et le lien avec Ange Léchia, c'est l'âge des possibles. Pour moi, les modèles impressionnistes, tels qu'ils ont été dépeints par Renoir, Monet ou Berthe Morisot, nous invitent à aller au-delà de l'image. Et c'est aussi le rôle d'un artiste, c'est de nous montrer, comme disait Proust, un monde de plus. Et évidemment, cette peinture, elle a beaucoup encore de secrets à nous livrer. On a découvert assez récemment que Renoir avait une fille cachée. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la famille Monet, sur Jean-Pierre Auchédé notamment, sur Monet et la photo. Et tout ce petit monde d'enfants gambade autour des artistes. Je vous invite aussi à regarder ce film qui date de 1913, si je ne dis pas bêtise, de Sacha Guitry, Les gens de chez nous. On voit Claude Monet dans son jardin à Giverny. Il peint, il pose un petit peu pour Sacha Guitry. Et soudain, il y a une enfant qui gambade au fond du jardin. C'est extraordinaire parce que Monet se déconcentre pas. Pourtant, ça devait l'agacer prodigieusement, puisqu'il n'aimait pas qu'on vienne le perturber quand il peignait. Puis, il y a un chien qui passe, et puis il y a le train qui passe, et puis une voiture qui passe. Donc c'est un monde en mouvement, l'impressionnisme, et c'est ce que représente la peinture de ces artistes, c'est la vie des enfants, la vie de leur modèle, et qui permet en fait de rendre cette peinture extrêmement vivante. Je vous remercie de votre attention. Merci.